Je ne redirai pas ce que j'ai dit hier sur nos déboires, mais je pense qu'hier, les interventions quand même étaient de qualité, nous amènent à réfléchir, et je pense qu'aujourd'hui, de la même façon, on va pouvoir réfléchir sur les modalités d'accompagnement des personnes adultes. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée. Donc voilà, on poursuit notre réflexion sur la thématique donc, inaugurée hier sur autisme à l'âge adulte. Dans le petit carton d'invitation, dans cette invitation écrite par Christine Ménien, la présidente de la fédération, il était écrit notamment « Au cœur de nos préoccupations, nous recherchons le meilleur accompagnement vers un emploi, un logement, une vie sociale, culturelle, sportive, qui répondent aux aspirations des personnes porteuses d'autisme parvenues à l'âge adulte ». Donc on a déjà commencé un petit peu hier autour de cette thématique. On va poursuivre aujourd'hui. Pour ce qui concerne l'emploi, en tout cas le travail, le logement, les loisirs, la vie culturelle et artistique. Et puis pour ce matin, et puis cet après-midi, nous avancerons notre réflexion avec justement sur la question de l'avancée en âge, le vieillissement des personnes que nous accompagnons, et puis peut-être on aura l'occasion d'échanger aussi autour de cette thématique, voir aussi les expériences qui émergent sur le territoire national, et notamment avec une expérience, le village de Sésame, donc sur Lyon. Voilà, donc ce matin, on va démarrer la journée par une vidéo qui présente un petit peu le parcours d'un grand adolescent, jeune adulte, que nous accompagnons dans un des IME. Et puis, ce jeune homme fait des différents stages, et notamment dans une entreprise. Donc, vous verrez dans la vidéo, il y a à la fois l'interview de ce chef d'entreprise qui accueille ce jeune homme, de ses parents, de lui-même, et puis de l'éducateur référent, donc Romuald de Cholet, qui après viendra expliquer un petit peu dans le projet d'établissement de l'IME en question, comment on conçoit cette formation, on va dire, pré-professionnelle. Et puis après l'intervention de Romuald, nous accueillerons Nathalie Hugenschmidt, qui est le maire d'un petit village, une des 29 communes qui constituent l'actuelle communauté d'agglomération du pays de Montbéliard, village avec lequel on a un partenariat plutôt fort, avec des liens, on va dire, serrés, autour d'activités, de travail, d'intérêt collectif. Voilà, donc je vous laisse à la projection pour l'instant, et puis on se revoit après. Géraud a déjà effectué, avant d'être chez Lizy, des stages en ESAT, des établissements spécialisés d'aide par le travail. Donc lui, il avait des préférences pour la cuisine. Donc on s'est tourné pour qu'il fasse des activités de cuisine et qu'il soit dans un atelier de cuisine. Mais par contre, c'est vrai qu'au début, Géraud, il a eu beaucoup de difficultés à accepter les remarques des gens, les exigences qu'il y avait en entreprise. Voilà, et des fois, des toutes petites choses du quotidien pouvaient le perturber. Et donc, par rapport au stage, il y a eu parfois des moments où c'était plus difficile que d'autres. Après, il fallait que lui soit motivé, et sa motivation, elle s'est trouvée sur le milieu ordinaire. Donc, à chaque fois, on a fait avec les parents un projet pour que Géraud se sente bien dans le stage qu'il effectue. À Lizy, Géraud était déjà bien habitué au travail par rapport à ce qu'il avait vu au précédent stage, parce qu'il en avait effectué quelques-uns. Et ça l'a bien aidé pour savoir ce qu'il allait faire. Donc, par contre, il fallait que la tâche soit quand même simple. Donc la tâche qu'il a effectuée est relativement simple, elle est longue, et ça demande de l'endurance. Mais par contre, cette simplicité-là, ça convient bien à Géraud. Donc Géraud n'a pas eu trop de mal à s'habituer à son poste de travail. Géraud a eu quelques difficultés, c'est lorsqu'il y avait des petites perturbations, un portail qui était fermé et qui ne s'ouvrait plus, qui était en panne, une carte qu'il fallait aller rechercher. De suite, ça préoccupe son esprit et ça peut vite limiter l'accès à l'emploi. Mais par contre, c'est vrai qu'il a toute cette capacité à pouvoir travailler. Et c'est plutôt génial pour un jeune qui avait beaucoup de troubles du comportement
quand il est arrivé à 13 ans. Ce site regroupe une centaine de salariés. Nous sommes spécialisés dans le tri, conditionnement pour nos différents clients et expédition pour nos différents clients de l'automobile. L'entreprise a une politique globale pour accueillir souvent des jeunes avec des handicaps au niveau des sites industriels. C'est la première fois que nous accueillons un jeune stagiaire avec une pathologie comme celle de Géraud. Géraud a fait 2 périodes de stage chez nous, une première de 15 jours au mois de juillet et une seconde période de 3 semaines au mois de septembre. Donc Géraud a été accueilli avec un accueil hygiène, sécurité, environnement, comme tout autre salarié, suivi d'un accueil qualité. Ensuite, nous avons attribué à Géraud un tuteur en entreprise qui a permis de le suivre dans les conditions réelles en production, puisque Géraud a fait du contrôle qualité unitaire sur nos pièces, et ces pièces ensuite ont été livrées à nos principaux clients. On peut dire que cette aventure a été un réel succès. Ça a été vraiment du gagnant-gagnant, je pense, aussi bien pour Géraud que pour nous. Je faisais aussi des bacs avec ce qu'on appelle des corps étrangers. Donc il y avait 2 types de vis. Donc il fallait garder une vis spécifique et la vis qui était le corps étranger, il fallait la mettre dans des boîtes rouges et ensuite la jeter dans des bacs à rejet. Je faisais aussi d'autres bacs. Je vais garder qu'une vis et puis dans le bac, il y avait plein de corps étrangers mais qui étaient différents les uns des autres. Et dès que je voyais ces corps étrangers, je devais les jeter. Mais ils étaient mélangés que les pièces que je devais garder. Mais ça pouvait être des petites vis, des petits boulons, ça pouvait être plein de corps étrangers. Et cela, il fallait absolument que je les jette. Et après que j'allais les montrer à celle qui était responsable de moi pour que je les jette, en fait. Il ne fallait pas que je les jette sans lui dire, en fait. Il fallait que je lui montre ce que j'avais trouvé, en fait. Le travail que j'ai bien aimé, moi, c'était avec les boîtes bleues, vérifier les vis, enfin les fils qu'il y avait dans les vis. Ça, c'est un travail que j'aimais faire. Je pouvais faire une palette dans la journée tout seul. Ça ne me gênait pas. C'était un travail que je prenais beaucoup de plaisir à faire. C'était bien. J'ai souvent travaillé avec un autre employé, donc on travaillait souvent sur le même poste ensemble. Il m'expliquait le travail au début, puis après, ça allait. Puis même s'il y avait des difficultés, il me disait de ne pas hésiter à lui demander. Si je voyais qu'il y avait un truc que je ne connaissais pas, il me disait n'hésite pas à me le montrer. Non, au niveau relation, c'était bien. Il y avait des boulots que j'aimais moins faire, mais bon, il fallait quand même que j'essayais. Et puis si vraiment ça n'allait pas, je faisais autre chose, mais j'essayais quand même. Alors le fait que Géraud fasse un stage sur le site de l'ISI, ma femme et moi, c'est une certaine fierté, vu que les stages qu'il a effectués se passent très bien. On a eu un très bon retour au niveau de la direction du site. Et on souhaite que ça continue dans cet objectif-là. Ça me permettait de voir un peu autre chose, de visiter autre chose, et puis moi, ça m'a plu, quoi. Peut-être d'un jour d'avoir un embauche ici. Parce que vraiment, je m'y sens bien et j'ai envie de poursuivre ce stage ici. Donc on poursuit effectivement par une intervention de Romuald Cholet, qui est éducateur technique spécialisé, qui, comme vous l'avez vu dans le film, est chargé au sein de l'IME à la ville de la formation pré-professionnelle et notamment des contacts avec les entreprises, que ce soit des entreprises de travail protégé ou là, entreprises, on va dire, ordinaires. Romuald. Donc par rapport à Géraud, ça fait 9 ans qu'il est pris en charge à l'IME à la ville. Donc c'est un établissement qui accueille jusqu'à 15 adolescents. Donc 9 ans, c'est 9 ans de préparation en amont, au niveau de l'équipe, avec une multiplication des expériences de vie, parce que Géraud, quand il est arrivé, il avait beaucoup de troubles du comportement. Et très peu d'attention sur ce qu'on pouvait proposer. Donc une tâche de travail, par exemple, jardiner 1 mètre carré, c'était déjà trop pour lui. Donc du coup, il fallait que ça soit fait sur plusieurs séances. Tout ce qui était demandé au niveau travail ou concentration, ça demandait beaucoup de temps. Et on est arrivé petit à petit à augmenter le temps de concentration en proposant des activités diverses. Donc pas que au niveau du travail, mais aussi des expériences sportives, des expériences avec des MJC ou des collèges.
donc où c'était très difficile au début d'entrer en relation. Et petit à petit, on a vu un jeune homme grandir et qui a pu se construire en fait par rapport à ce qui était proposé. Et là, l'objectif éducatif, c'est vraiment de favoriser la construction de la personne, son bien-être et qu'elle soit bien dans ce qu'elle fasse. Donc après, moi, je propose des activités techniques, des activités en lien avec le travail. Ça permet quand même justement de mobiliser la personne, de favoriser la concentration. Et à partir de là, on peut augmenter petit à petit le temps d'exigence qu'on a envers les jeunes dont on s'occupe. Voilà. Après, je ne suis pas un éducateur qui est dans un atelier, fermé dans l'atelier. C'est vraiment, on voit que le lien pour les personnes autistes est vraiment important et qu'il faut déjà créer de la relation pour pouvoir ensuite proposer une activité. Donc tout ce travail-là, il est fait dans la vie de l'institution. Et après, l'activité, c'est vraiment le support à la relation dans un premier temps. C'est aussi à ce moment-là qu'on peut créer des échanges et puis qu'on va pouvoir prendre l'intérêt premier de la personne, parce que souvent les personnes autistes ont des intérêts restreints. Donc il est difficile dans un premier temps de mobiliser la personne parce qu'elle est dans cet intérêt restreint, puis nous on aimerait bien déjà qu'elle fasse une activité de travail, alors qu'en fait des fois il faut partir de l'intérêt restreint de la personne. C'est par exemple en prenant l'intérêt restreint, je prends l'exemple d'un autre jeune, Adrien, qui lui était passionné par les chauves-souris, enfin passionné, je ne sais pas si on peut parler de passion, mais c'est vraiment son intérêt, c'était les chauves-souris. On n'arrivait pas à sortir de ça, donc c'était un mutisme, on va dire, là-dedans, et c'était vraiment très difficile de le sortir de la salle. Donc impossible de l'amener en activité technique, en activité de travail. Donc c'était à moi d'amener le travail dans la salle d'accueil, avec la construction d'un jeu autour un jeu de plateau, donc avec des constructions en bois et tout sur le jeu de plateau. Et à partir de là, après, Adrien a pu adhérer un petit peu à plus d'activités. On peut amener comme ça des fois les jeunes progressivement à venir dans l'atelier. Donc venir dans l'atelier, c'est aussi participer au collectif, parce que moi je propose des activités d'entretien de l'établissement. Donc on entretient la propriété, on entretient le potager, et ça permet d'être dans le collectif. À partir de là, quand on est dans le collectif, on peut développer l'identité de la personne. Il y aura des interactions qui vont se faire entre les jeunes. Et là, on est vraiment dans le problème identitaire des personnes autistes. Et travailler, c'est aussi permettre à la personne d'avoir une place, de lui trouver une petite tâche qu'elle saura faire. Et cette tâche, elle va permettre d'exister dans l'établissement. Et ça, c'est tout au long de la vie que ça se fera. Même si après, il n'y a pas un projet professionnel en soi, le travail, il peut être présent tout le temps, tout au long de la vie. Ça peut être nettoyer sa chambre, ça peut être aider l'homme d'entretien à tondre la pelouse, ou la ménagère à faire une machine à laver. Voilà. C'est vraiment tout ce lien qu'on essaie de construire de l'adolescence pour amener vers l'âge adulte. Après, il y a des personnes où il y a des émergences pour le travail, hein, donc où là, on va pouvoir développer des apprentissages plus liés au travail et à la vie professionnelle. Donc là, ça sera un accompagnement vers le travail. Et donc là, on se met en relation, enfin, je me mets souvent en relation avec les AT d'Études 2. Je travaille beaucoup avec les AT de l'ADAPI d'Études 2. Après, il y a d'autres ESAT aussi qui sont sollicités. Mais c'est principalement celui-là parce qu'il est plus adapté aux personnes que j'accompagne. Donc, les stages se font à l'âge de 18 ans, hein, donc c'est déjà des jeunes adultes. Et là, on va évaluer la capacité et l'intérêt qu'a la personne pour travailler. Parce qu'il faut que la personne... L'intérêt principal, c'est quand même que la personne soit bien dans ce qu'elle fait. Donc on a vraiment des jeunes autistes qui ont trouvé de l'intérêt au travail, où on ressent vraiment
un bien-être, quoi. Enfin, donc là, il y a possibilité d'envisager des stages. Je les accompagne déjà une demi-journée, ensuite une journée complète, et ensuite c'est possible des fois d'évoluer comme ça jusqu'à un mois de stage, et même des fois à une embauche. Voilà, donc après, c'est décidé avec les parents. Les parents sont un fort soutien par rapport... si les parents ne sont pas motivés ou s'il y a une démobilisation des parents, on sent tout de suite que le jeune derrière ne va pas suivre. Hein. Donc du coup, il faut que tout le monde soit en adéquation, les parents, les professionnels, pour pouvoir construire ce chemin de vie. Et le projet de vie, s'il y a abandon, par exemple, d'un projet en ESAT, ce n'est pas forcément un échec. Là, on va redéfinir le projet de vie autrement. Hein, c'est comme un projet scolaire. S'il y a abandon, il ne faut pas le vivre comme un échec. Il faut plutôt essayer de retravailler le projet de vie pour que ça soit une réussite et qu'on puisse amener la personne à vivre d'autres choses et puis la valoriser dans son projet. Voilà. Et travailler, c'est aussi la portée de tous. Et puis on peut tous aider, soit à la maison, soit en établissement, soit en ESAT, à la vie collective, quoi. Voilà. Voilà, merci Romuald pour cette intervention qui, je pense, va susciter pas mal de questions. Là, donc vous gardez les questions. J'appelle Nathalie Hugenschmidt à nous rejoindre, voir comment une collectivité locale peut justement entrer dans ce projet de formation. Et puis on passera aux questions après l'intervention de Nathalie. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je tenais tout d'abord à remercier l'organisation de m'avoir invité à ce colloque national sur le thème donc autisme, une vie d'adulte. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Nathalie Hugenschmidt, maire de la commune d'Arbouan. Tu l'as bien dit, Christian, c'est un petit village de 900 habitants, situé donc dans le pays de Montbéliard, entre Audincourt et Montbéliard, qui sont les deux plus grosses communes. Donc on va dire qu'on a un petit peu le trait d'union entre ces deux grandes communes. Élu depuis 2001 et maire depuis 2008, si je suis là aujourd'hui devant vous au nom de toute l'équipe municipale qui porte ce partenariat depuis janvier 2012, c'est parce que je souhaite vous faire partager notre expérience que j'ai intitulée « D'un papillon à une étoile ». La symbolique d'une action entre celui qui veut apprendre et celui qui peut donner, ou inversement. Ou encore le bras de levier au bon endroit pour soulever une personne et la faire grandir. C'est donc un grand moment d'émotion pour moi d'être parmi vous et de vous conter notre histoire. Rien ne présumait de notre rencontre, mais un jour, en octobre 2011, nos chemins se sont croisés. Une rencontre avec un personnel éducatif motivé et désireux de faire quelque chose d'original pour des jeunes autistes, un regard, un sourire et une amitié, une lueur dans leurs yeux et dans les nôtres et dans les cœurs de tout le monde. Des élus attentifs et ouverts qui m'ont suivi dans ce projet, mais aussi des agents municipaux, principalement 3, et je les remercie. En toute sincérité, j'ai rencontré et fait beaucoup de choses avec des personnes dans ma vie et à travers le monde, mais je crois que ce que nous vivons ensemble dans ce partenariat sont des moments précieux, une énergie bouillonnante, un courage incroyable, doublé d'un esprit positif du personnel encadrant, aussi bien du côté de Sésame Autisme que du côté de la municipalité. Une modestie appréciable, une gentillesse et un dévouement exemplaire, et surtout, un humeur à toute épreuve, source de ces instants de sourire qui nous font toujours du bien au quotidien. Il faut avouer quand même qu'on apprécie le vendredi quand les jeunes viennent nous voir. Ce qui fait la force de notre action, c'est cette énergie bouillonnante, capable de semer le trouble dans le quotidien, mais tellement animatrice de synergie entre nous et pour produire des résultats mesurables dans le temps et dans l'espace. Ce qui fait notre force aussi, c'est ce sourire des uns et des autres qui font partie de notre dialogue, nous permettant de surmonter les difficultés et de relativiser les problèmes rencontrés. Il est indispensable, irremplaçable et bien le fil de notre histoire. Alors je vais vous faire la lecture du deuxième bilan qui avait été fait la deuxième année et qui parle de lui-même. Madame, Messieurs,
Voilà déjà pratiquement 2 ans que nous collaborons, 2 années de dur labeur. La première année, après avoir démonté puis restauré tous les panneaux d'affichage, nous avons entrepris la réfection des bancs. Cette année écoulée fut entièrement consacrée à la barrière de l'école. Dure mission. Nous enlevons une bonne dizaine de planches à chaque fois, toujours le mercredi, pour des raisons de sécurité, puisque l'école était fermée à l'époque le mercredi. Puis nous les ramenons dans nos établissements. Là, nous commençons un travail de ponçage, 4 demi-journées dans la semaine, le reste de la semaine étant destiné à nos autres activités. Une demi-journée, le vendredi après-midi, étant consacrée également au changement des sacs poubelles publics de votre commune. Et ça continue toujours. Pour ce qui concerne l'activité des barrières scolaires, l'éducateur présent qui anime l'activité passe la ponceuse électrique, tandis que nos résidents, eux, s'activent au ponçage à la main. Le travail de peinture s'effectue ensuite avec tous les inconvénients que cela engendre. Précision du travail, difficulté de peindre à l'extérieur pour des raisons de climat pas toujours adaptées à un bon séchage, exiguïté de nos locaux, sans compter le besoin d'attendre qu'une face soit sèche avant de la retourner pour procéder à la peinture de l'autre face. Et bien sûr et surtout, difficulté première, la pathologie de nos résidents. Nous tenons fermement à ce que ce soit eux qui l'exécutent, ce qui donne bien sûr tout son sens à notre partenariat. Mais nous y arrivons. Nous en sommes à l'heure actuelle à environ pratiquement les 3/4 de notre tâche. L'efficacité du travail accompli a été largement appuyée par l'achat d'outils adaptés grâce à la subvention que vous nous avez allouée l'an passé. Nous vous en remercions encore. Que vous demandez pour l'année en cours? Peut-être une subvention qui permettrait cette fois à nos jeunes d'effectuer une sortie pédagogique. Et elle a été faite. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Au fil du temps, nos jeunes ont noué des liens avec les agents municipaux que nous souhaiterions d'ailleurs inviter prochainement pour un repas dans nos locaux, repas que nous souhaiterions faire un peu plus souvent. Et effectivement, nous avons répondu à cette demande puisque nous avons organisé un repas où nous avions le groupe Clin d'œil qui est venu nous faire une magnifique prestation musicale. Et régulièrement, nos agents municipaux ainsi que les élus vont manger à la maison de Sésame. Les rencontres quotidiennes avec Claudie, qui est notre secrétaire de mairie, sont également un grand moment de convivialité. Pour toutes ces belles raisons, nous souhaitons fêter notre partenariat d'une manière à convenir et à réfléchir avec vous. Voilà donc ce qui avait été dit il y a 2 ans. 4 ans après, nous sommes toujours dans un partenariat aussi fort. Et si au départ, les objectifs étaient simples, peut-être et fastidieux, comme refaire des panneaux d'affichage, vider les poubelles, refaire le terrain de boule, refaire les bancs de la commune, il y a aussi les barrières des écoles. Eh bien aujourd'hui, il faut se dire qu'on est sur des projets beaucoup plus complexes et beaucoup plus ambitieux et créatifs. Alors certes, les projets menés par le passé étaient plutôt de jante masculine. Aujourd'hui, nous avons une jante féminine que je remercie avec Jacqueline, ce qui pourrait expliquer que nous sommes plus sur la création. Nous avons donc 2... C'est le côté féministe qui ressort ça. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes sur un projet de confection d'ours en bois, qui sont des panneaux signalétiques et qui vont animer les rues du village. À ce jour, ils sont au nombre de 7, mais nous pouvons aussi les poursuivre, tous symbolisant des lieux différents et identifiables de la commune. Mairie, fontaine, boulangerie, périscolaire, école, entrée du village côté Montbéliard. À noter que ce dernier panneau sera adossé à une charrette restaurée par les adolescents et rempli de fleurs par nos agents municipaux. L'idée est de faire un parcours pédagogique pour les enfants des écoles permettant de connaître l'histoire du village. Alors pourquoi les ours? Puisque les gens d'Arbouan s'appellent les ours, puisque historiquement nous avions le monastère de Béchamp qui était adossé à la falaise. Et donc ces moines de Béchamp venaient régulièrement dans la commune pour chercher des fruits et des légumes. Et quand ils arrivaient, donc les habitants fermaient les rideaux puisqu'ils ne souhaitaient rien lui donner.
leur donner. En tout cas, l'esprit de l'ours existe toujours et nos administrés ont le comportement d'ours. Donc, il y a des gentils, il y a des mal léchés, il y a un petit peu de tout. Mais en tout cas, ils ont toujours ce caractère assez abrupt, mais le cœur grand. On va dire ça comme ça. Voilà donc pour ces panneaux. Nous avons un deuxième projet qui est la restauration des 4 façades d'un poste ERDF dans le quartier des Champs de Pierre. En effet, ce poste ERDF est souvent tagué et donc nous avons demandé à ERDF de le repeindre. La réponse a été favorable avec une subvention allouée pour ce projet. Et la question était de savoir qu'est-ce que nous allions faire sur ce poste. Alors c'est vrai qu'en premier lieu, je me suis tournée vers Jacqueline. Hein. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'on va faire pour ce poste comme dessin. Et elle m'a dit, faisons réfléchir les gens du quartier. Donc nous avons demandé aux gens du quartier de nous sortir un projet, ce qui a été fait. Et nous avons retenu donc un projet paysager avec des ruches et des abeilles. Et ce projet donc démarrera incessamment sous peu, hein, de manière, on va dire, imminente. En allant plus loin, on s'est dit pourquoi ne pas faire des ruches, puisqu'il y aura le transformateur qui aura des ruches et des abeilles. Et nous avons sollicité le club des adolescents qui ont dit tiens, ça serait bien qu'on fasse des ruches, effectivement, puis du miel pour les anciens l'hiver. Et donc, on va monter cette association au sein du village, et ce qui nous permettra d'avoir des membres adolescents, éventuellement des membres aussi de ces amotismes, et puis des administrés autour de ce projet, puisque nous sommes un village et qu'il y avait aussi à l'époque des ruches dans la commune. Alors tout ça pour vous dire que finalement, la symbolique d'un papillon à une étoile, c'est cet effet d'action en cascade qu'à partir de vous, hein, ces amotismes, nous avons pu enrichir auprès de notre personnel, enrichir auprès de nos administrés, enrichir auprès de nos élus et nous permettre de faire des actions qui sont vraiment mesurables et des actions de plus en plus belles, des actions de plus en plus grandes. Alors évidemment, nous avons toujours notre fil directeur le vendredi après-midi qui concerne la gestion des poubelles urbaines. Hein, il s'agit là de ramasser les ordures, de changer, vider les sacs, de recenser le travail réalisé par le biais d'un cahier. Donc c'est vraiment quelque chose qui est systématique chaque vendredi. Et puis nous avons des actions ponctuelles qui sont un petit peu à l'initiative de ces amotismes et puis du groupe de jeunes qui sont encadrés. Dernièrement, il y a eu le ramassage des branchages de haies qui a été réalisé aussi. Enfin voilà, il y a toujours des petites choses comme ça qui ponctuent l'année. À côté de ce fil directeur qui concerne le ramassage des poubelles urbaines, et puis donc les actions, on va dire les vraies actions projets qui sont plutôt sur un temps. Alors, on ne donne jamais de temps hein, sur la réalisation des actions parce qu'à la limite, ce n'est pas le temps qui compte, c'est le résultat. Et même si ça prend un temps, pour nous, ce n'est pas un inconvénient. En tout cas, ce qui est toujours beau, c'est de pouvoir inaugurer ces actions pour valoriser le travail des jeunes. Et nous l'avons déjà fait par une fois, donc hein, pour la restauration de la barrière des écoles. Ce sera le cas aussi pour les panneaux signalétiques et la restauration du poste ERDF. Chaque année, nous récompensons aussi les jeunes de leur travail qui viennent nous présenter au conseil municipal. Et donc, ils ont eu diplôme, médaille, t-shirt, porte-clés. On essaye de changer un petit peu les choses. Nous avons aussi donc les moments conviviaux hein, de participation régulière à des repas, comme je l'ai dit précédemment, à la maison de Sésame. Nous avons changé de maison. Ça a été aussi un petit peu dur pour nous. Nous étions dans la petite maison, maintenant nous sommes dans la grande maison. Mais les repas sont toujours aussi bons. Et puis, nous avons des moments festifs et conviviaux, comme le repas que nous avons fait avec le groupe Clin d'œil. Et nous participons aussi donc, aux 24 heures de Sésame Autisme. Hein. Donc, l'année dernière, nous étions 2 élus. On va essayer de venir à plus nombreux cette année.
nous chaussons donc nos baskets, nos t-shirts, nos maillots pour courir au nom de l'association. Notre partenariat est sous-tendu à une convention annuelle d'objectifs et de moyens qui est délibérée en conseil municipal lorsque l'on vote le budget au mois de mars, ce qui nous permet de donner une subvention pour les travaux réalisés et de pouvoir financer à votre niveau du matériel ou des voyages pédagogiques. En conclusion, cette présentation ne reflète pas toute la richesse du vécu, car il est difficile d'en parler en si peu de temps, mais ce que nous vivons est magnifique et j'encourage d'autres communes à réaliser des partenariats de ce genre, car cette expérience est comme une lanterne qui n'éclaire que le chemin de celui qui la porte. Voilà. Merci beaucoup, Madame Egenschmidt, pour la présentation de ce projet qui nous unit maintenant depuis plusieurs années. Comme le suggérait Christian Nigli tout à l'heure, il me semble que cette question de la place du travail auprès d'adultes et jeunes qui n'ont pas le statut de travailleur handicapé pose question, à mon sens, peut même poser problème. Par exemple, quel statut, quelle rémunération. Et pourtant, à ces Amotisme Franche-Comté, je pense que c'est la même chose dans d'autres établissements, la question des activités à base de mise en situation de travail est importante dans l'offre d'activités que l'on peut proposer à nos résidents. Alors, je viendrai peut-être avec une première question à nos intervenants, peut-être à Christian également. Quel sens peut avoir le travail et les activités de mise en situation de travail dans l'accompagnement d'adultes dont, au final, très peu accéderont à un statut de travailleur handicapé? Alors, le travail, pourquoi faire dans l'accompagnement éducatif? Ça permet, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, d'avoir une place vraiment dans le collectif. Et puis une valorisation de la personne, quoi, par rapport à... On retrouve quand même des jeunes qui sont contents. Là, on a aussi, à l'IME à la ville, des partenariats avec le lycée Viette ou avec l'IM Pro La Boulois. Et là, il y a tout un échange, il y a toute une socialisation derrière, avec des jeunes qui échangent avec d'autres jeunes, avec d'autres lycéens. Il y a la fabrication de la table, donc là, du coup, on arrive de l'objet, c'est juste des planches, à un objet finalisé. Après, on arrive à faire aussi don de la table à quelqu'un. Donc là, il y a aussi le côté échange et le côté vivant du travail, parce que le travail, avant même d'avoir une récompense financière, c'est quand même aussi avoir une récompense personnelle. Et là, on est là-dedans, quoi, avec les jeunes, et on retrouve des jeunes qui sont très souriants. Bon, il y avait la presse et tout. Après, ils étaient très contents d'avoir leur photo dans la presse en première page du journal, quoi. Donc, c'est vraiment tout ça. Et plus l'échange qu'il y a dans le groupe de travail. Pardon. J'ajouterais que justement un petit peu à l'exemple de la scolarisation, où il y a une vingtaine d'années, on évoquait très peu la scolarisation des enfants avec autisme, et encore moins la formation pré-professionnelle, etc. Et on a vu l'intérêt aussi, et puis peut-être aussi parce que ça a été, je veux dire, avec les équipes, aussi une réflexion autour du devenir de ces jeunes quand ils quittaient l'IME. Donc la préoccupation de les former autour de cette notion de travail, alors sur des gestes plus ou moins techniques, etc. Et ce qui a conduit quand même sur ces 15 dernières années quand même à des admissions de jeunes adultes en ESAT. Des ESAT qui ne sont pas des ESAT spécifiques pour personnes autistes, mais où des jeunes sont toujours en situation de travail dans ces ESAT, et sont, comme l'a dit Romuald, je veux dire, fiers à la fois de leur salaire, de leur production, de leur salaire, sont heureux de faire visiter leurs ateliers, etc. Et je crois on travaille aussi avec eux sur cette notion de citoyenneté. Je rejoins un petit peu ce que disait Nathalie Hugenschmidt aussi, où les jeunes participent aux séances du conseil municipal quand il s'agit de l'attribution, de faire l'évaluation du travail, donc ils sont accompagnés par les éducateurs, de négocier la subvention. Voilà. Et je crois que c'est vraiment intéressant, et je crois que le travail leur donne aussi, en tout cas nous, on va avec eux dans cette direction-là, c'est vraiment leur donner
j'allais dire une posture de citoyen. Alors, citoyen accompagné, ce que disait Sébastien, la question de la rémunération. Donc évidemment, quand ils sont en IME, il n'y a pas de rémunération, mais j'allais dire, on biaise un petit peu avec les entreprises, lorsque vous faites des chantiers, par des dons qui sont accordés à l'établissement. Ça nous permet, après aux éducateurs, de gérer avec les jeunes ces revenus, entre guillemets. Dire aussi que la formation ne s'arrête pas à 20 ans quand ils quittent l'IME. Et je voulais faire le lien avec hier après-midi sur les dispositifs 15-25 ans, parce qu'effectivement, on s'est rendu compte. Alors, personne de la RS n'est là, donc je vais dire que finalement, quelquefois, l'amendement Creton nous a un peu aidés. C'est-à-dire que les jeunes ne partent pas parce qu'il n'y avait pas d'issue après, de place possible après à l'âge de 20 ans. Et que le fait de les maintenir à l'IME, ça a permis pour un grand nombre d'adolescents, de jeunes adultes, du coup, de continuer la préparation au travail, à l'ESAT, etc. Parce qu'effectivement, ils n'étaient pas nécessairement prêts en quittant l'IME pour intégrer le monde du travail protégé et qu'il a fallu justement 4, 5, 6 ans, 7 ans pour qu'ils puissent travailler, se tenir à un poste, etc. Et que ce soit, j'allais dire, positif pour eux. Et puis que ce travail aussi de la formation professionnelle, en tout cas c'est comme ça que nous on le conçoit ici en Franche-Comté, c'est que c'est pas que l'apanage de l'IME, mais que les jeunes adultes, une fois admis en femmes, foyer d'accueil médicalisé, ils puissent, ou en accueil de jour, ils puissent continuer cette préparation à la vie professionnelle. Et que les équipes des structures pour adultes continuent cette politique de stage, etc., de chantier, de contact avec des collectivités locales, etc. Vraiment, je crois que c'est vraiment dans un parcours de vie des personnes et que le travail, c'est vraiment un point, un axe fort. Le projet pré-professionnel ne s'arrête pas à la sortie de l'IME. Après, il y a un relais qui est pris par les foyers et il y a eu des fois des résultats d'embauche à l'âge de 25 ans et pas forcément à 20 ans. Il me semble que Romuald a proposé ici deux notions sur lesquelles je me permets de rebondir, auxquelles je suis très attaché. C'est d'avoir la notion de valorisation des rôles sociaux. Et une des finalités qu'on peut avoir au niveau de nos établissements, me semble-t-il, c'est d'accompagner nos résidents dans la valorisation d'un rôle social, c'est-à-dire leur permettre d'adopter un rôle social qui soit valorisé au regard de la société et dans les normes actuelles. Et le travail en est une. Donc, il s'agit de raisonnement fait par équivalence, c'est-à-dire de se demander quelle est la vie d'un adulte à l'heure actuelle dans notre société, une vie qui est structurée autour du travail, qu'on le veuille ou non. Donc si on poursuit l'idée de leur permettre d'avoir un rôle social valorisé, on doit leur permettre d'accéder à des activités productives passant par des mises en situation de travail. Et derrière, il y a un autre terme que tu as repris que je trouve essentiel, c'est la question de la reconnaissance. Je pense que nos institutions ont aussi une fonction essentielle, certes, de répondre à des besoins élémentaires de logement, de sécurité, de soins médicaux, dont on a parlé durant la première journée, mais aussi quelque chose d'essentiel, ce qu'on pourrait appeler un capital symbolique, c'est-à-dire de la reconnaissance, de la raison de vivre. Et ça passe, il me semble, par l'occupation de certains rôles valorisés dans la société. Et je dirais, en filigrane, il y a aussi un autre aspect qui est important, parce que nous sommes aussi des associations, donc nous portons des projets politiques, nous portons des valeurs. Et la reconnaissance, aussi faire reconnaître les handicaps, donc il y a une dimension politique forte aussi à mettre en situation de travail, je pense, nos résidents. C'est changer l'image du handicap aussi. Voilà. Peut-être on va laisser la juste, ça demande une grande adaptation de la part des jeunes autistes pour aller vers le milieu ordinaire ou professionnel ou vers la cité, quoi. Mais par contre, des fois, ça demande aussi une adaptation énorme de la part de nous, quoi, de nous tous, pour tolérer aussi le handicap qui est présent, qui est des fois compliqué à prendre en charge. Et on voit par exemple quand on fait des stages, quand des jeunes font des stages en ESAT, ESAT c'est des établissements spécialisés d'aide par le travail, et là ça demande à chaque fois une implication particulière des encadrants. On voit souvent qu'ils sont remis en question par rapport à leur travail et qu'il faut aussi une adaptation des ESAT et une formation du personnel en ESAT pour accueillir les personnes autistes, quoi. Et ça c'est quand même s'il y a de la bonne volonté de faire, c'est quand même un manque pour certains jeunes qui auraient accès à l'ESAT et qui n'ont pas accès parce qu'ils ne parlent pas ou parce que... Voilà. Donc, voilà. Maintenant, je peux laisser les questions peut-être.
Je vais prendre la parole, comme d'habitude. Je suis désolée. D'abord, je voulais vous féliciter parce que vraiment, c'est vraiment ce qu'on attendait. Enfin, j'attendais vraiment ça de votre intervention, c'est sûr, mais ça fait vraiment chaud au cœur parce que c'est quelque chose pour lequel, effectivement, au niveau politique, on essaye de se battre. Quel est le rôle d'un IME à l'heure où c'est tellement décrié actuellement, où leurs situations sont fragiles? Il n'y a pas eu de place, il n'y a pas de places qui sont programmées dans ce plan-là. Il y en aura-t-il dans le prochain plan? Mais on voit, par expérience malheureuse, que même les places existantes risquent de fermer. Donc ça peut vraiment, il y a une vraie... dans ce que vous témoignez, il y a vraiment à remettre en place le rôle important que peut être l'IME. Et je vais plagier quelqu'un qui est dans la salle, qui est Jean-Louis Agard, un ancien, et qui dit toujours, parce qu'on parle d'inclusion, d'intégration, etc., mais que pour aller vers l'extérieur, il faut partir de quelque part. Et ce quelque part qui est structuré dans nos IME et dans ce que vous faites et ce que vous nous présentez aujourd'hui est essentiel, d'accompagner ces personnes dans une activité sociale reconnue et qui permet, ce qui vient d'être dit, d'être valorisé et d'avoir la reconnaissance. Donc en cela, je vous remercie profondément. Et puis également cette expérience, Madame le maire, de votre commune, où on voit la progression vers d'autres projets, vers quelque chose d'un peu plus loin, d'un peu plus construit, d'un peu plus peut-être même visible, où maintenant, on voit la participation de vos habitants, et c'est, je pense, important. Je voulais vous demander, donc, notamment, est-ce que, au démarrage, c'était juste une volonté de votre équipe, et quelle a été la réaction première de vos concitoyens, et puis, et maintenant, par rapport à cette participation un peu active, puisqu'ils décident de ce qui va, des projets aussi qui vont être menés aussi en coopération avec l'IME de Sésame. Donc, c'est une question. Et puis, peut-être pour également l'équipe éducative, je repensais à ce qui était dit hier. Là, il y avait l'exemple de Chartres, où ils avaient essayé d'évaluer aussi le sentiment de leurs jeunes travailleurs qui menaient à l'école, dans le travail, pour savoir au sein du travail, enfin dans tout leur parcours de leur journée de travail, qu'est-ce qui était le plus dérangeant ou sur lequel ils se sentaient le mieux. Et on avait vu que pour l'un de ces jeunes travailleurs, c'était que d'autres collègues de l'entreprise viennent leur parler pendant qu'ils travaillaient. Et c'était pour eux puisque le problème sensoriel faisait que c'était presque insupportable pour eux. Donc voilà, je voulais savoir comment vous palliez quand vous avez un ressenti de vos jeunes travailleurs, par exemple sur le stage, sur le témoignage qui vient d'être fait, comment vous analysez et que vous rééquilibrez les petites difficultés ou les grandes difficultés qui peuvent apparaître et comment on adapte l'entreprise à ce jeune qui visiblement a envie de travailler, parce qu'on a l'impression qu'il a un projet derrière. Et donc, deuxième question, est-ce que son projet va se réaliser pour ce jeune? Ça serait aussi intéressant. Et puis pour finir, pour revenir à hier, devenir adulte, on l'a dit hier matin, avec les interventions d'hier matin, c'est d'avoir un projet de vie. Et je trouve que de ce que vous mettez comme ambition pour ces jeunes, ça leur donne un projet de vie. Ils ont quelque chose à raconter. On a vu clin d'œil hier soir, à la fin, que c'était merveilleux ce qu'ils ont fait pour nous, et venir dire demain, on a quelque chose, ils ont quelque chose à raconter. Ils sont fiers de ce qu'ils font, et ils ont quelque chose à raconter, à nous raconter, et ça ramène un petit peu les interventions d'hier matin. Donc voilà, j'avais mes questions et mes réflexions. Oui, donc c'est vrai qu'on pourrait parler des anecdotes, des anecdotes des premiers temps. Je me souviendrai toujours quand le premier panneau a été enlevé ou le premier banc, tout de suite on a eu 10 appels dans la journée. On s'est fait voler un banc, on s'est fait voler le panneau.
Donc, bon, on a expliqué effectivement qu'on travaillait ensemble maintenant avec Sésame Autisme et qu'il y avait donc un groupe de jeunes. Alors, oui, mais c'est dangereux, ils vont se faire écraser. Et puis quand ils ramassent les poubelles, qu'est-ce qui va se passer devant chez nous, etc. Enfin, bon, voilà. Donc, un petit peu la crainte quand même de on va dire, de ce démarrage de partenariat. Et puis, c'est vrai qu'avec le temps, finalement, je crois que c'est les jeunes qui nous donnent la foi et la volonté de faire et le désir aussi, parce qu'ils sont tellement attachants et souriants, et quand on les voit, ils nous sautent dans les bras. Et voilà, on attend tous maintenant le moment avec impatience, leur arrivée, parce que c'est un petit peu notre lumière dans la semaine. Et les administrés, maintenant, il n'y a pas du tout de problème particulier. Au contraire, ils encouragent, ils nous amènent des idées, ils encouragent pour justement apporter de nouvelles idées, de nouveaux projets, parce qu'ils savent que voilà, l'équipe est là, l'équipe d'encadrants est là, l'équipe de jeunes est là. Et même si au fil du temps, finalement, le personnel encadrant a plus ou moins évolué aussi, hein, parce qu'on n'a pas toujours les mêmes encadrants, en tout cas, les projets restent toujours là et les projets sont toujours suivis. Et les jeunes, même si ce n'est pas toujours le même groupe qui vient, même s'il y a quand même un noyau qui est là, mais il y en a qui partent, alors on les regrette, mais d'un autre côté, on est content parce qu'ils ont évolué aussi ailleurs. Mais d'un autre côté, je veux dire, ce groupe-là, même s'il évolue lui-même, finalement, les choses continuent dans le temps et évoluent positivement dans le temps, et c'est ça qui est formidable. Et même pour nos agents qui ont été très spontanés dès le départ. Bon, on a de la chance d'avoir Hélène, hein, qui est bibliothécaire, Enzo Brice, donc ça aide bien aussi, ça facilite. On a Mme Vurlin aussi qui nous aide et qui connaissent tous les deux le milieu de l'autisme. C'est vrai que pour nous, c'était un petit peu, on va dire, l'inconnu, et puis pas savoir faire pour nos employés, pas savoir faire, pas savoir quoi dire. Et finalement, ils se sont, comme vous l'avez dit, hein, ils se sont calés. Et on a 2 agents, dont notre agent technique, qui lui, à un moment, m'a même dit mais moi, j'ai envie de faire ce métier, d'être éducateur spécialisé. Alors, je lui ai dit, t'es gentil, Bruno, mais non, il faudrait que tu restes avec nous quand même. Voilà, mais vous voyez, susciter comme ça autant d'envie, de passion autour de jeunes et d'un groupe, à dire, eh ben, j'ai 40 ans, j'ai envie de changer de métier parce que ça me plaît. Bon, après, c'est sûr qu'on ne peut pas lui dire non. Mais voilà, il a eu cette envie à un moment parce qu'il s'est dit, c'est incroyable, les choses que vous pouvez faire. Alors, moi, évidemment, je ne vois que le bon côté des choses, hein. Je sais bien qu'au quotidien, ça ne doit pas être toujours facile pour les éducateurs, pour les jeunes. Je n'ai pas le retour effectivement évalué de ce que les jeunes vivent, comment ils le vivent, etc. Mais ce que je sais, c'est quand ils arrivent à Rouen avec leur camion, c'est beau, quoi. Voilà. Moi, je voulais juste, en attendant la prochaine question, juste rebondir sur deux termes. Christine, tu as parlé d'ambition. Alors effectivement, je crois que c'est à nous, professionnels et aux équipes, d'être vraiment ambitieux et de porter vraiment des projets ambitieux pour les jeunes. Même si au départ, j'allais dire, on y croit, mais on ne sait pas trop comment ça va marcher. Romuald a évoqué un partenariat avec le lycée Viette, donc un grand lycée de Montbéliard, avec une histoire, enfin lycée technique, enfin, etc., maintenant lycée général également. Et puis effectivement, moi le premier, je ne voyais pas trop comment nos ados allaient qu'est-ce qu'ils allaient y faire, hein, finalement. Et par rapport à la question que tu posais sur évaluer finalement l'action, je veux dire, quand on a vu, et il y a une photo, je crois, qui devrait être projetée là sur cette qui témoigne un petit peu de ce partenariat. Et quand on voit la tête à la fois de nos jeunes et des lycéens qui les ont accueillis, la journée qu'ils ont passée ensemble quand il y a eu la livraison de la table, etc., l'arboretum qui a été créé l'année dernière, etc., on voit qu'en termes d'évaluation, alors c'est pas très objectif évidemment et pas très mesurable, mais n'empêche qu'il y a une satisfaction. Deuxième point sur lequel je voulais revenir, ce que disait Nathalie, c'est les professionnels changent. Alors effectivement, les professionnels changent parce que c'est un projet
les projets demeurent parce que c'est un projet qui est porté par une équipe et ce n'est pas un projet porté par une seule personne. Et que ces projets font vraiment partie du projet d'établissement. Et les professionnels de l'équipe, qu'ils soient éducateurs techniques ou pas, éducateurs spécialisés, voire après dans les structures pour adultes, d'autres métiers, je veux dire, s'approprient ce projet et en fonction des demandes, des donneurs d'ordre, on va dire comme ça, pour reprendre un langage de notre secteur, vont se répartir qui est le plus à même d'accompagner les jeunes, etc. Troisième point aussi, c'est peut-être, c'est à chaque fois, donc on a évoqué la valorisation des rôles sociaux, c'est aussi à chaque fois mettre le jeune en situation d'être acteur de son projet. Alors effectivement, ça prend du temps. Romuald a parlé également de la place des parents, mais je pense que le jeune acteur de son projet, et puis l'accompagnement se fait, et puis ça je peux en témoigner, notamment par Romuald, avec beaucoup de tact et beaucoup de, j'allais dire, on prend le temps. Voilà, il n'y a pas de forcing, il n'y a pas, et voilà, et on s'aperçoit qu'à certains moments, ça se décoince. Voilà. C'est pour répondre à la deuxième question en fait presque là, où effectivement on a eu des moments où c'était compliqué. D'envisager des stages où au début on avait de l'ambition pour un jeune, le jeune se montrait plutôt compétent pour effectuer un stage, et arrivé au stage, première semaine ça se passe super bien, deuxième semaine ça va, la troisième semaine catastrophe, donc du coup voilà l'ennui, aussi par rapport à la notion de temps, parce que vu qu'il n'y a pas ce repère dans le temps pour certaines personnes, quand est-ce que les questions c'était quand est-ce que je serai en retraite, quand est-ce que je rentre à la maison, voilà. Donc même si on définissait un planning visuel pour qu'il se repère dans la journée, ça marchait pas, il était angoissé, il était pas bien. Donc quand c'est comme ça, c'est pas la peine de persévérer, quoi. Puis le travail on le trouve ailleurs. Après d'autres jeunes comme Géraud qu'on a vu tout à l'heure dans la vidéo, là les difficultés étaient des fois ailleurs, donc par exemple la texture de la viande quand il était en cuisine c'était compliqué parce que toucher la viande c'est pas forcément simple, et par contre sur d'autres postes là il avait des compétences, donc on peut avoir des compétences, voilà. Je suis éducateur, j'ai à peu près des compétences en tant qu'éducateur, en tant que narrateur, j'en ai un peu moins. Voilà, c'est un peu ça aussi. Et du coup, il ne faut pas hésiter à changer les postes et à voir là où il y a des capacités pour les jeunes. Voilà. Et là, pour Géraud, par rapport au projet actuel, chez Lizzie, l'entreprise, il n'y a pas de place pour l'instant. Ils ont un quota de personnes handicapées qui est très largement atteint. Donc du coup, s'il y avait une place, peut-être que Géraud trouverait sa place là-bas. Donc on cherche un petit peu plusieurs possibilités d'embauche. Et puis on espère une embauche aussi parce que c'est un jeune qui a des compétences. Et puis s'il veut vous en parler, il peut vous en parler parce qu'il est derrière vous. Donc je ne sais pas si tu veux prendre la parole, Géraud, pour parler un petit peu de ton expérience au niveau de... Parce que Géraud, il parle bien en plus. Donc, ouais. Je te passe le micro. Ah oui, d'accord, ok. Il y a Véronique qui est derrière, elle va te passer le micro. Parce que ça fait longtemps que tu fais des stages, quand même. Ça fait... Merci. En fait, ces stages que j'ai fait chez Lizzie, c'était très intéressant pour moi parce que je faisais différents types de pièces dans la journée. Je ne faisais pas toujours les mêmes pièces. Le matin, je pouvais faire des pièces dans des boîtes, les trier et tout ça. Et dans la journée, je pouvais faire des pièces en bac, les mettre en boîte carton, les peser, les ranger, tout ça. C'était intéressant pour moi de faire différents types de pièces, de voir différents types de pièces à trier, à voir comment il fallait les trier, les vérifier, les compter. Parfois, c'était vraiment intéressant pour moi, quoi. En gros. Puis tes autres stages, tu peux parler comment tu as progressé, tu sais, au début, la première fois que tu as fait un stage, un petit peu, puis après, tu as fait un premier stage, donc c'était à l'UPC. Non, tu en as déjà fait au restaurant, je crois. Le premier, c'était à l'Impro-Maltière, ouais, en restauration. Vas-y, tu peux dire un petit peu tous tes stages que tu as fait ? J'ai commencé un stage en cuisine à l'Impro-Maltière de Seloncourt. Après, j'ai fait à la Balance, à Rimoncourt. C'est un restaurant.
Un restaurant, oui, excusez-moi, je ne précise pas. Et après, j'ai fait à l'UPC de Brognard. Et après, j'ai fait chez Lizzie. Et puis, ouais, la dame, elle demandait un petit peu au niveau des difficultés que tu as rencontrées au début. Si tu veux en parler, hein, tu n'es pas obligé de... Enfin, si tu as rencontré des difficultés, là où tu as eu des facilités aussi, tout ça, quoi. Comment t'as pensé ton stage? Il y a eu des difficultés dans mes premiers stages, un petit peu des manques de concentration, le temps, des fois je voyais... pour moi c'était très long au début, j'avais souvent envie d'arrêter, donc c'était compliqué avec moi au début par rapport à la notion de temps, en fait. Voilà, merci Géraud. On prend peut-être une dernière question, parce que je crois qu'il y avait... Oui, voilà une dernière question, parce que là, on a un peu explosé le temps. Oui, bon, alors je vais prendre le micro, tant pis. Oui, on est enthousiasmé effectivement par les exposés qui ont été faits. Quand on voit le travail de pionnier, c'est toujours extraordinaire. Il y a une chose qui m'a interpellé, c'est le fait de dire que très peu vont accéder à ce stade-là. Si on regarde ce qui se faisait il y a 15 ou 20 ans, il y a des quantités de choses que l'on fait que l'on n'aurait pas imaginées aujourd'hui. Alors, si on veut que beaucoup accèdent à ce type d'expérience, ça dépend de nous. Ça dépend de notre action associative, de notre action de lobbying, de notre action politique. Voilà. Et il faut absolument arriver à faire imposer ça. Je vais vous donner deux exemples. Au Centre ressources Midi-Pyrénées, très récemment, dans le cadre de la formation des aidants, on a eu une intervention de la MDPH et d'Asperger en situation d'emploi pour parler de l'évolution vers l'emploi. C'est quelque chose qui aurait été inimaginable il y a seulement une dizaine d'années. Voilà. Dans un autre cadre, on a été appelé par l'université Paul Sabatier, qui est l'université scientifique de Toulouse, pour la prise en charge des étudiants autistes. Là aussi, c'était inimaginable, et quand on voit les mentalités des universitaires, c'est encore difficile. Ils sont encore avec des pensées médiévales, avec la défense bec et ongle des diplômes. Bon, actuellement, on a besoin de faire évoluer tout ça. C'est notre boulot. Et je pense que ce que vous faites, ça contribue à faire évoluer les mentalités. Et je pense que dans 10 ans, vous serez ringard. Je l'espère. Voilà. Oui, peut-être ringard, oui. Oui, très rapidement, parce que j'avais envie de le dire depuis tout à l'heure. Donc, moi, je rejoins tout à fait ce que dit le monsieur. Tout à l'heure, il y a un terme qui a été employé par Madame le maire qui parlait de levier. Et effectivement, je crois que c'est vraiment là que ce terme-là, c'est vraiment quelque chose qui donne, enfin, l'image de il faut élever. Nous sommes à l'origine de ce que va être le jeune aussi. Et je crois que, voilà, avec les parents, bien sûr, j'embrasse les parents, mais, et ça, je crois qu'il faut, il faut vraiment en être convaincu. C'est nous qui allons le mener. C'est nous qui allons le mener sur le chemin. Et alors, le rôle, tout à l'heure, Romuald, à la question de Madame la Présidente, il y avait aussi sur en cas de difficulté, enfin, etc. Romuald a parlé aussi, on n'envoie pas un jeune comme ça en stage, il y a eu aussi tout un préambule de présentation, d'accompagnement sur le terrain, demi-journée, journée, enfin, etc. Autant que c'est nécessaire. Pour ensuite qu'il puisse y aller tout seul. Et puis, je voudrais aussi terminer. Donc, effectivement, peut-être qu'on pourrait conduire davantage de jeunes vers cet aspect, enfin, ce monde professionnel, si, effectivement, on avait des établissements qui soient plus adaptés à la mise au travail. Voilà, ce qu'on ne dispose pas. Et je terminerai juste aussi, quand même, aussi pour dire que même si c'est important, cette valorisation
cette valorisation par le travail et la place qu'on va leur donner. Je crois aussi que c'est pas à n'importe quel prix. Je veux dire, il n'y a pas d'insertion professionnelle à n'importe quel prix, et qu'il y a aussi un autre terme qui a été employé, qui était le bien-être. On parle de bien-être de la personne. C'est pas un forcing uniquement. C'est pas une réussite parce qu'il intègre un ESAT. Hein. Il faut vraiment que ça soit en corrélation avec ce qui correspond le mieux à la personne. Et ça, c'est très important. Et voilà, c'est pas un échec, Romuald l'a dit, c'est pas un échec, ça peut être aussi retardé, réessayer plus tard parce que c'est pas forcément le moment. Mais en tout cas, l'essentiel pour la personne, c'est l'épanouissement qu'elle va avoir. Merci Irène. Irène Tunis est chef de service justement de l'IME à la ville, là où travaille Romuald. Dernière question, donc dernière question, Sylvaine. Je pense que vous n'aurez pas, Sylvaine Ribet de Dumas, oui, vous n'aurez pas le temps de répondre à tout, mais je vais au moins poser la question. Vous êtes très convaincant sur la place du travail dans la vie de la personne, mais c'est de la même façon qu'à l'école, les personnels de l'éducation nationale sont très déstabilisés par l'arrivée d'enfants autistes. C'est démultiplié en entreprise, j'imagine. Et donc, toute la question, c'est quel est le contenu de l'accompagnement qu'on fait, non seulement pour la personne, mais pour l'entreprise, pour le chef d'entreprise, pour l'encadrement, pour les salariés. Et aussi, quelle est la continuité qu'on peut assurer à cet accompagnement, parce que c'est pas parce que ça va bien au début que 5 ans après, c'est aussi bien. Et effectivement, je crois que c'est notre rôle et notre obligation, notre responsabilité aussi, c'est de trouver des relais pour assurer le suivi. Donc ça nous oblige aussi à travailler avec d'autres organismes avec lesquels on n'aurait pas nécessairement travaillé. Je pense, et il faut qu'on imagine aussi les liens avec des SAVS, des services plus, les SAMET, enfin, etc. J'en passe. Voilà, il y en a quand même pas mal sur le territoire, mais ça nous oblige vraiment à construire des ponts avec ces services-là. Un projet qu'on n'avait pas du tout imaginé il y a quelques années, mais justement, pour reprendre ce que disait M. Agar, c'est aujourd'hui, un jeune qui rentre dans cet établissement, il rentre à 13 ans, je veux dire, on a déjà un projet, je veux dire, autour du travail. Hein, et après, ben, ça marche ou ça ne marche pas, mais en tout cas, comme on a aussi une rubrique, j'allais dire, autour de la vie affective, etc., on a aussi quelque chose autour du travail. Voilà. Et on a quelques années pour le travailler. Je crois qu'on va arrêter là. Merci Romuald, Cholet et puis Nathalie. Merci beaucoup à vous.